Et la santé, bien sûr, bonne année 2020 sur Europe 1 et sur les Champs-Élysées. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées hier soir. Le monde entier, d'ailleurs, était représenté. Une soirée qui a débuté par les vœux du chef de l'État, Emmanuel Macron, déterminé sur la réforme des retraites. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Analyse de cette allocution en direct dans un instant. Des baisses d'impôts jusqu'à 350 € pour les contribuables les plus modestes. Entrée en vigueur aujourd'hui de la baisse de 5 milliards promise après le mouvement des Gilets jaunes. Dans ce journal aussi, Carlos Ghosn au Liban avec le soutien de la population à Beyrouth. Il a été emprisonné à la maison et tout. Moi, je trouve que c'est de l'injustice, mais c'est sympa de l'avoir maintenant ici au Liban. Les 20 ans de règne de Vladimir Poutine en Russie. Et deux légendes du cinéma britannique à l'affiche d'un thriller, L'Art du mensonge. Un film européen en salle aujourd'hui. 8h01, très bon début de journée à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Votre journal, Pierre Devilleneux, Marion Calais. Les yeux collent sans doute encore un peu, ça tape peut-être aussi légèrement au niveau du crâne. En ce lendemain de réveillon, on va vous accompagner en douceur ce matin et ouvrir ensemble cette année 2020. Une année qui a commencé sur les Champs-Élysées à Paris où des dizaines de milliers de personnes réunies malgré le froid pour un spectacle son et lumière et un feu d'artifice. Roman Oquet était dans la foule pour Europe 1. Je t'aime ma Paris, je t'aime ma France. 2020 en lettres d'or sur l'Arc de Triomphe, le décompte terminé, on s'embrasse, on danse et les coupes de champagne s'entrechoquent. C'est pour la nouvelle année. Bien, on vient de Lyon. Spécialement pour ça ? Carrément, pour boire le champagne sur les Champs-Élysées. C'est un petit rêve parisien quand même, c'était magique. Bonne année aussi en brésilien, en sud-coréen, 2020년 새해 복 많이 받으세요. en iranien. Une foule compacte, ébahie par le son et lumière, un arc de triomphe habillé d'or et de violet, illuminé par le feu d'artifice. On en a eu plein les yeux. C'était beau. L'humain est très fort. Bravo. Est-ce que je peux vous demander ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Des trains, des RER, des bus. Donnez-nous ça et de la santé et de l'argent. L'amour. L'amour. Et là, comment va se poursuivre la soirée là ? Pourquoi pas trouver l'amour dès ce soir? À bon entendeur ? On va faire la fête ici aux Champs-Élysées comme c'est tout rouge. Toute la nuit. On vient de la Calédonie, on est venu de loin. On a fait 26 heures de vol pour participer au Nouvel An. Bonne année et on vous aimera. C'est la Calédonie. Des fêtards venus du monde entier, ambiance bon enfant à Paris. Ce fut plus agité à Strasbourg, plus de véhicules incendiés, plus d'interpellations aussi que l'an dernier, mais pas de chiffres précis communiqués. Des fonctionnaires ont aussi été blessés. À l'année 2020 à laquelle tout le monde n'est pas encore passé. Ce sera le cas dans les prochaines heures pour les États-Unis sur la côte ouest après les célébrations à travers toute la planète. Des célébrations dans lesquelles la politique n'était parfois pas loin. Ainsi, à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie se sont fait entendre et la police a eu recours à des gaz lacrymogènes. En France, c'est la grève contre les réformes des retraites, évidemment, qui s'est invitée dans les vœux d'Emmanuel Macron, le président déterminé à mener à bien sa réforme. Les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. J'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir dans son allocution. Bonjour Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Vous êtes directeur du département politique et opinion au sein de l'Institut de sondage Harris Interactive. C'est un ultimatum d'Emmanuel Macron à son Premier ministre ? Si ce n'est un ultimatum, c'est une répartition claire des tâches. On a parfois considéré que le président de la République n'intervenait pas tellement au cours de ces derniers jours ou de ces dernières semaines dans le cadre de la réforme des retraites, laissant le Premier ministre en première ligne. Et là, il revient vraiment à l'esprit des institutions de la Ve République, un président de la République qui fixe le cap et un Premier ministre qui a vocation à faire en sorte qu'il puisse y avoir l'application des principales orientations du président de la République. Ça lui permet peut-être d'avoir un peu plus de marge de manœuvre et d'intervenir si jamais il devait y avoir une conflictualité plus importante et qu'après une mobilisation sociale qui devait perdurer, le président de la République pourrait revenir en deuxième lame, entre guillemets. Emmanuel Macron
on parle, on l'a entendu à l'instant, de justice et de progrès social. Il s'adresse à qui? À la CFDT? Aux Français aussi? Il s'adresse forcément aux deux, à la CFDT en fait, qui a soutenu au début le mouvement contre le mouvement de la réforme des retraites et qui, dans ce contexte-là, a indiqué qu'il était favorable à l'universalité et qui, entre guillemets, était assez critique à l'égard du passage à 64 ans pour, si ce n'est l'âge légal, en tout cas l'âge pivot, mais également à tout un tas de Français qui viennent de la gauche, qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle et qui là se désolidarisent du président de la République. On le voit aussi bien dans les différentes enquêtes d'opinion qu'on peut le voir au cours des dernières élections européennes où l'électorat d'Emmanuel Macron venant de la gauche a tendance à se dissocier du président de la République. Le chef de l'État hier soir a aussi évité les mots qui fâchent, âge pivot, pénibilité, même s'il a évoqué les tâches difficiles qui pourraient permettre à certains de partir plus tôt. C'était une tentative aussi d'être plus consensuel? C'est absolument une tentative d'être plus consensuel tout en martelant et la fermeté et l'ambition de réforme qui est la sienne. Il a fait implicitement référence à la prochaine élection présidentielle en indiquant que ça n'est pas parce qu'on était au bout quasiment de 3 ans de mandat qu'il allait s'arrêter, et ça c'est un des points auxquels les Français qui aujourd'hui apprécient Emmanuel Macron lui reconnaissent le plus d'action, c'est-à-dire l'entreprise de réforme, le fait qu'il mette la France en mouvement et qu'il applique globalement le programme présidentiel pour lequel il a été élu. Donc il y a les deux versants, une volonté de rassembler une partie de l'électorat de premier tour de l'élection présidentielle, mais également de conforter les électeurs qui viennent globalement de la droite et qui disent au moins ce que fait Emmanuel Macron n'a pas été fait par les anciens responsables politiques de droite. C'est le fameux en même temps, et on le note. Merci Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Merci d'avoir été en direct avec nous en ce 1er janvier. Et des syndicats contestataires à l'opposition, on dénonce l'arrogance du président hier soir, son manque d'écoute, manque de compassion, regrette de son côté le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour Éric Chevet, Emmanuel Macron aurait pu avoir un mot pour les commerçants pénalisés par la grève. Il n'a pas été évoqué du tout la question des grèves de nos compatriotes, et notamment moi qui me tiennent à cœur, les commerçants et les métiers de l'hôtellerie qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Tout ça n'a pas du tout été évoqué par le président. Il est directement passé à sa réforme des retraites. Il y a une grande partie de la France quand même qui est encore largement impactée aujourd'hui, pas seulement la région parisienne. On voit bien que le mois de décembre n'est pas brillant de mon point de vue. C'est vrai que l'économie va mieux depuis 2-3 ans, que la France recrée des emplois, qu'on a besoin effectivement d'optimisme. Et je pense qu'il aurait pu dire un mot pour cette partie de l'économie qui souffre actuellement compte tenu de cette réforme et de ses difficultés sociales. Le vice-président de la CPME joint pour Europe 1 par François Geffrier. Et autre syndicat et non des moindres, le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, sera avec nous dans quelques petits instants. Et comme chaque nouvelle année entre en vigueur un certain nombre de nouveautés. Alors on va commencer par la plus réjouissante, à savoir, Carole Ferry, la baisse d'impôt de 5 milliards d'euros adoptée en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Elle sera visible dès ce mois-ci sur nos bulletins de salaire. Oui, exactement. Si vous payez des impôts, vous devriez voir votre salaire remonter ce mois-ci. Dans quelle proportion? Eh bien, tout dépend de votre taux d'imposition. Les plus grands gagnants, ce sont les 12 millions de contribuables de la première tranche, ceux qui ont des revenus compris entre 9 000 et 25 000 euros par an. Si vous êtes dans ce cas, vous devriez voir vos impôts baisser d'environ 350 euros sur l'année et donc votre salaire remonter d'autant puisque depuis l'an dernier, le passage au prélèvement à la source, les impôts sont ponctionnés directement sur le salaire. Pour les tranches suivantes, le gain diminue progressivement. Si vous avez un taux d'imposition à 30% par exemple, la baisse est plafonnée à 126 euros par an et par part. Ça représente environ 5 millions de foyers. Enfin, aucun cadeau fiscal pour les tranches les plus élevées à 41 et 45%. Pas question pour le gouvernement d'être une nouvelle fois accusé de faire des cadeaux aux plus riches. Merci de ces explications, Carole Ferry. On notera aussi en ce 1er janvier l'exonération de la taxe d'habitation désormais pour 80% des ménages, l'augmentation de 15 euros pour le SMIC ou encore l'interdiction de certains plastiques jetables dont les assiettes ou les verres. Et cette nouvelle année qui commence sous le signe de la pollution dans de nombreuses régions, plusieurs alertes à la pollution en particules fines émises à Lyon, la circulation différenciée est mise en place et dans le Grand Est, la Meurthe-et-Moselle a décidé d'abaisser la vitesse de 20 km/h sur les routes. 8h10, votre journal se poursuit avec Pierre de Villeneuve et Marion Calais. Après sa fuite du Japon, Carlos Ghosn, toujours insaisissable. Bonjour Nicolas Fellman.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Vous vous trouvez devant sa maison où on n'est même pas sûr qu'il soit en réalité. Oui, exactement. Devant cette villa de Carlos Ghosn, nous sommes ici dans un quartier huppé de la capitale. Eh bien, les volets bleus de cette maison aux murs roses sont ouverts. Mais voilà, Marion, depuis 2 jours, à part des gardiens de sécurité, des forces de l'ordre, des journalistes, aucune trace de l'ex-homme d'affaires. Alors, l'ancien PDG de Renault qui garde de nombreux soutiens ici, c'est là qu'il a ses habitudes lors de ses passages au Liban. Mais voilà, vous le disiez, comme en France, comme au Japon, nul ne sait où il se trouve. Alors, Carlos Ghosn était sous le coup de 4 inculpations au Japon pour des malversations financière. Il dit s'être libéré d'un système judiciaire partial, un argument qu'on entend ici dans la bouche de ses voisins. Écoutez par exemple Nabil et Amal rencontrés hier soir à la sortie du restaurant. Normalement, les gens sont innocents jusqu'à ce qu'on prouve qu'ils sont coupables. Ici, ça a été fait à l'inverse. Donc, il a été mis en prison sans avoir accès à des avocats. Ensuite, il a été emprisonné à la maison et tout. Moi, je trouve que c'est de l'injustice, mais c'est sympa de l'avoir maintenant ici au Liban. En tout cas, ce qui est sûr, Nicolas, c'est que Carlos Ghosn devrait rester au Liban. Ah oui, car pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que l'homme d'affaires est entré légalement sur le territoire libanais lundi matin. Il pourrait même avoir utilisé un passeport français, c'est ce que rapporte une chaîne libanaise. Dans un communiqué, il confirme sa présence au Liban, mais aujourd'hui, une chose est sûre, il n'a aucune obligation de quitter le territoire, puisque je vous le rappelle, le Liban n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. Merci Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. À l'étranger toujours, Kim Jong-un qui a annoncé cette nuit la fin du moratoire sur les essais nucléaires nord-coréens. Et puis les États-Unis qui ont menacé l'Iran pour son rôle dans l'invasion de leur ambassade hier à Bagdad par des milliers de manifestants. Donald Trump dit toutefois ne pas s'attendre à une guerre avec Téhéran. En Russie, c'est aujourd'hui le 20e anniversaire du règne de Vladimir Poutine, le discret dauphin de Boris Eltsine, qui a replacé le pays au cœur de l'échiquier international en dirigeant d'une main de fer. Pour Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. En voyant Boris Eltsine quitter le Kremlin, Vladimir Poutine a confié qu'il avait failli s'attendrir. La tendresse, ce n'est pas vraiment le ton des 20 années qui ont suivi. 20 années à asseoir son pouvoir, à installer ses proches au poste clé, quitte à faire un tour de passe-passe à la fin de son 2e mandat, lorsqu'il installe Dmitri Medvedev à la présidence pour mieux revenir 4 ans plus tard. Impensable à l'époque pour Arseny, un habitant de Moscou. Cette inversion des rôles avec M. Medvedev était injuste et inappropriée. Mais il a une si grande idée de lui-même qu'il est convaincu que sacrifier la démocratie, c'est ce qui est bon pour mettre le pays sur les bons rails. Les principaux médias contrôlés par le pouvoir bannissent les opposants des plateaux télé. Certains sont même emprisonnés au moment des élections. Dans le même temps, Vladimir Poutine étend l'influence de la Russie à l'étranger. Ukraine, Syrie, Afrique, il est partout, mais ce n'est pas toujours du goût de Kirill, un médecin moscovite. L'annexion de la Crimée n'était pas une bonne décision. Et je n'aime pas notre jeu en Syrie, car je ne suis pas à l'aise quand des citoyens russes agissent sur un autre territoire pour des raisons qui ne sont pas claires. Oui, notre influence grandit, mais il y a trop de problèmes chez nous pour dépenser de l'argent ailleurs. Le PIB par habitant de la Russie reste au niveau de la Grèce, mais qu'importe, Vladimir Poutine continue à titiller l'Occident dans le domaine cyber et sur les réseaux sociaux, ce que ses services appellent les technologies politiques. Décryptage de Jean-Sébastien Soldaini. 8h14, votre journal continue avec Pierre de Villeneuve et Marion Calais. Bon, vous n'avez peut-être pas le goût ce matin que l'on vous parle d'alcool, mais il est question là de tradition plus que de vin. Chaque année, dans le Gers, à la Saint-Sylvestre, se déroulent les vendanges nocturnes du vignoble de Pacherinck. Ah, mais si c'est la tradition. Ah, ben voilà, le public en plus est invité à y participer. Et Benjamin Péter, ça tombe bien, il était pour Europe 1. Benjamin Péter qui s'est rendu donc au vignoble de Pacherinck pour cette dégustation, mais on va plutôt d'abord faire un tour dans les salles de cinéma. Ben oui, et pourquoi pas un thriller, qui met à l'écran en plus 2 figures du cinéma britannique. Helen Mirren qui a incarné, souvenez-vous, la reine d'Angleterre, et Ian McKellen, connu pour son rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Tous deux se retrouvent dans L'Art du mensonge, film européen dont nous parle ce matin Mathieu Charrier. Tel est pris celui qui croyait prendre. Cette phrase de Jean de La Fontaine résume bien ce film. Ian McKellen joue Roy Courtney, escroc professionnel qui commence à se faire un peu vieux. Il se dit qu'il lui faudrait une ultime victime. Il la dégote sur un site de rencontre. Elle s'appelle Betty, c'est Helen Mirren. Betty est veuve, avec une fortune estimée à plusieurs millions de dollars. Alors il la séduit.
Il la dupe, il pense que c'est gagné, sauf que Betty a plus d'un tour dans son sac. Et si finalement c'est elle qui l'avait eu pour se venger du passé? Combien elle a, à ton avis? Des millions. Je vais lui voler jusqu'au dernier sou. Tu sais, c'est très étrange de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. On est dans une atmosphère détestable où tout le monde trahit tout le monde, avec des fantômes dans les placards, dans le passé. Un vrai bon thriller qui a séduit Hélène Mirren. J'adore les thrillers. J'adore les films qui vous prennent par surprise. C'est devenu assez rare aujourd'hui. Il y a beaucoup de films dont l'histoire suit un chemin tout tracé. Alors un film qui vous prend franchement par surprise, ça vaut bien le prix d'un ticket de cinéma. Et on passe effectivement près de 2 heures, les ongles enfoncés dans les accoudoirs de son siège, jusqu'à un ultime rebondissement. Mathieu Charrier, l'art du mensonge en salle, donc à partir d'aujourd'hui. Merci, c'était le journal de Marion Calais. Europe 1.